Bonsoir à tous et bienvenue dans cet entretien spécial. Le Maroc ressemble à un arbre dont les racines nourricières plongent profondément dans la terre d'Afrique et qui respire grâce à son feuillage bruissant au vent de l'Europe. Cette phrase est tirée du livre Le Défi de feu le roi Hassan II, publié en 1976. Elle est l'une des citations qui préface le livre que je vous propose de découvrir aujourd'hui, un livre phare qui remonte à la genèse de la question du Sahara marocain. L'ouvrage lève le voile sur la terre première du royaume du Maroc, en partant de l'empire almoravide, en passant aussi et surtout par les périodes coloniales et post-coloniales jusqu'au Sahara marocain moderne. Ce livre est allé aux confins de l'histoire pour comprendre la géographie d'aujourd'hui sur l'une des actualités les plus névralgiques de la région. Un livre qui, en 10 questions, expose avec une rare limpidité les raisons de la marocanité du Sahara, en revenant sur la souveraineté du Maroc millénaire sur ses provinces du Sud. Un argumentaire d'une redoutable efficacité qui repose, ni plus ni moins, sur l'histoire. En d'autres termes, un legs livré à travers le prisme de l'un des plus éminents experts de la question, M. Bernard Lugan, grand spécialiste du Maroc, universitaire et auteur de plusieurs dizaines de livres que j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui sur ce plateau. Bonjour, M. Lugan. Bonjour. Alors vous êtes auteur de plusieurs ouvrages, Histoire du Maroc, Histoire du Maghreb également, de la Libye, des Berbères, de l'Afrique du Nord. On est ravis de vous recevoir sur Média TV et on va commencer tout de suite par décrypter l'essence du message de votre ouvrage qui, en 10 questions, propose des questions mais des réponses surtout pour comprendre la question du Sahara. Quel est ce message ? C'est un argumentaire. Et, si vous voulez... Je donne des conférences un peu partout dans le monde et je me suis rendu compte que cette question du Sahara marocain est une question qui est très peu connue dans le reste du monde. Donc j'ai voulu faire un argumentaire autour d'un certain nombre de questions. Alors, le Sahara existe-t-il sous forme de réalité géographique ou sous forme de réalité politique? En d'autres termes, je démontre que le Sahara occidental n'existe pas et que nous sommes dans une réalité géographique que certains ont voulu transformer en réalité politique. Je montre également que la fiction d'un peuple sahraoui n'existe pas, c'est une fiction, parce que les Sahraouis, ce sont les habitants de tout le Sahara. Or, le Sahara part de la mer Rouge et va jusqu'à l'Atlantique, ce qui fait que si l'on veut parler des Sahraouis, les Toubous du Tchad sont des Sahraouis, les Touaregs sont des Sahraouis, les habitants de Tougourt sont des Sahraouis, les habitants de Mourzouk en Libye sont des Sahraouis. Il n'y a pas de peuple sahraoui. Il y a en revanche, dans les provinces du sud du Maroc, des populations marocaines qui appartiennent à des grands ensembles, que ce soit les Tekna ou les Rkibat, qui sont des ensembles rattachés au Maroc depuis la plus lointaine histoire, même remontant même aux Almoravides, et même avant les Almoravides, puisqu'il y a eu, avant les Almoravides, il y a eu les Idrissides. Donc nous sommes là dans un cordon ombilical qui relie ces provinces, de Tanger jusqu'à la frontière de Mauritanie, autour d'une réalité qui est l'État marocain millénaire. Alors, effectivement, le Sahara est-il historiquement marocain ? C'est l'une des questions transversales que vous posez dans votre ouvrage et à laquelle vous répondez par l'affirmative, notamment avec des cartes, Bernard Lugan. C'est la richesse, la valeur ajoutée, l'épine dorsale de votre ouvrage. Elle se trouve d'ailleurs en plein milieu, au cœur de des feuillets. Et vous êtes cartographe, donc vous avez élaboré ces cartes vous-même. Racontez-nous le processus d'élaboration, si je peux m'exprimer ici. Oh bien écoutez, moi j'ai eu une formation de géographe et d'historien et de cartographe, donc je dessine mes cartes au brouillon et ensuite je les donne à un dessinateur qui les met au propre. Mais les cartes, c'est moi qui les fais, toutes mes cartes. Mon atlas historique de l'Afrique, 120 cartes, c'est moi qui les ai tracées, etc. Donc c'est un travail très intéressant, c'est une des originalités de mon travail, parce qu'aujourd'hui, la formation cartographique a disparu chez les historiens, et vous avez souvent, alors les historiens vous sortent des cartes sur informatique qui sont des cartes plates, ce ne sont pas des cartes qui vivent. Moi, mes cartes sont des cartes qui ont de l'épaisseur, et je pense qu'elles sont très claires. Alors vous parliez des preuves de la marocanité. Alors dans mon livre, je cite les dizaines d'accords internationaux qui remontent, les plus anciens remontent au XVe, XVIe siècle, qui montrent bien que toute cette région du sud marocain, donc le Sahara marocain, était sous autorité des sultans du Maroc.
Je cite les accords internationaux, je cite les textes espagnols, je cite les textes anglais. Dès le XVIe siècle, les chancelleries européennes passent des accords avec les autorités marocaines pour faire libérer les marins naufragés le long du littoral. Ensuite, en se rapprochant de nous, nous avons des textes, notamment les accords de 1911, qui vont attribuer à l'Espagne ce Sahara qui va devenir le Sahara colonial espagnol, enfin le Sahara marocain. Et nous avons un texte tout à fait intéressant de l'ambassadeur de France à Madrid qui dit au Premier ministre, qui est espagnol, regardez bien avec quel soin nous avons détaché cette partie du Sahara du Maroc pour le donner à l'Espagne, parce que l'Espagne s'estimait un peu insatisfaite du futur partage du protectorat qui allait se faire. Et en compensation, il y a eu cette reconnaissance de détacher cette partie du Sahara du Maroc du Sud qui va devenir le Sahara colonial espagnol. Donc nous avons des textes, au point de vue historique, il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de discussion possible. Des textes et des cartes, et je vous propose justement de jeter un coup d'œil sur l'une de vos cartes, la première qui est édifiante, et elle dessine le Maroc dans sa plus grande extension du XVIIe au XVIIIe siècle, une carte qui part de Tanger, qui s'étend jusqu'au fleuve Sénégal au sud et jusqu'à Tombouctou et Gao au sud-est et jusqu'à Timimoun et Insalah à l'est, actuel Algérie. Je ne sais pas si on peut la voir à l'écran. On l'a à l'écran, effectivement. Parlez-nous de cette carte. Disons que cette carte ne représente pas le Maroc. Elle représente l'extension maximale du Maroc à l'apogée de ses conquêtes territoriales. Là, nous sommes à l'époque où existe le Pachalik de Tombouctou. N'oublions pas qu'à Tombouctou, la prière était dite au nom du sultan du Maroc au XVIIIe siècle. Et à Tombouctou s'est créée une sorte de nouvelle ethnie qu'on appelle les Arma, qui étaient les descendants des conquérants marocains, des soldats marocains qui ont fait souche sur place et qui vont diriger Tombouctou jusqu'au milieu du XIXe siècle. Donc cette carte montre bien que le Maroc est un empire millénaire, et cet empire millénaire a été amputé à l'époque coloniale. Il a été amputé, le Maroc est en crise à la fin du XIXe siècle, et la malchance du Maroc est d'être en crise au moment où l'Europe est en expansion. Et ceci va faire que le Maroc va être, comme le disait le grand Alaoui, le Maroc va être dépecé comme un artichaut, feuille après feuille. Et ce Maroc qui va être amputé va l'être certes au sud de ces provinces sahariennes, mais encore plus à l'est de toute sa profondeur, le Tidikelt, le Gourara, Kolom-Béchar, Tabel Bala, toutes ces régions, Tindouf, qui étaient des régions historiquement marocaines. Et là encore, dans mon livre, j'ai un chapitre qui est consacré à cela. Je dis, le Sahara n'est pas la seule amputation subie par le Maroc. C'est dans un contexte général d'amputation que les provinces du Sud ont été détachées du Maroc. Et je cite absolument les textes marocains, les daïrs, les nominations, les fonctionnaires royaux qui étaient nommés dans toutes ces régions. Là encore, il n'y a pas de discussion possible. Ces régions qui sont des régions historiquement marocaines et qui ont été rattachées à l'Algérie. Alors je dis souvent, l'Algérie devrait remercier la France. L'Algérie devrait crier « Vive l'Algérie française !» parce que l'Algérie a été créée par la France, 1962, et en plus, De Gaulle... un an avant de donner l'indépendance à l'Algérie, va rattacher à l'Algérie toute une partie du Sahara que l'Algérie n'avait jamais possédée puisqu'elle n'existait pas avant 1962. Et le drame pour le Maroc, c'est qu'au moment de l'indépendance, l'Algérie va s'ancrer sur les frontières héritées de la colonisation. Or, ces frontières héritées de la colonisation lèse profondément un État qui, lui, n'est pas né de la colonisation, qui est le Maroc, et qui a eu toutes ses frontières à l'est et au sud amputées par la colonisation. Et le plus grave, rattaché à un pays, l'Algérie, et nous sommes là dans une grande injustice historique. Une grande injustice, effectivement. Une grande injustice historique. D'ailleurs, Alal El-Fassi, le grand Alal El-Fassi, il avait bien dit dès le début, et moi je reprends souvent ses déclarations, et la carte qu'il avait publiée à l'époque du Grand Maroc recoupe exactement la mienne, et lui parlait de l'Orient, l'Orient marocain. Je cite d'emblée, vous y allez dans l'introduction, en 1956, le Maroc recouvrit son indépendance, mais pas sa totale souveraineté territoriale. Le 2 mars,
Et le 7 avril 1956, les tribus, cette dernière ne fut en effet rétablie que sur les 2 anciennes zones de protectorat français et espagnol. Le Maroc fut alors placé, et vous le disiez tout à l'heure, face à une situation injustifiable juridiquement, intolérable historiquement. Il a été en effet demandé à l'État marocain millénaire d'entériner la perte de ses provinces de l'Est, Touat Saoura, Tidikelt, Gourara et région de Tindouf, et d'accepter leur rattachement à l'Algérie, État mis au monde en 1962 par le colonisateur. C'est un exemple qui est unique. Je ne vois pas d'autres exemples historiques d'une telle amputation et qui se traduit par l'obligation faite aux pays amputés de reconnaître non seulement la perte de ces provinces, mais leur rattachement à un État nouveau qui naît 1500 ans ou 1400 ans après sa propre naissance. Alors, pour illustrer votre propos, justement, on va voir la deuxième carte sur les amputations, justement, qui sont faites... Voilà. Alors cette carte est très claire. Elle montre bien tout ce qui apparaît en violet sur la carte, oui, montre bien les zones qui étaient historiquement marocaines et qui aujourd'hui sont rattachées à l'Algérie. Alors, attention, je prononce en historien, hein, je ne vais pas au-delà. Je constate simplement que ces régions étaient historiquement marocaines. Pour le reste, je m'en tiens là. Alors, Bernard Lugan, il y a l'histoire, il y a le droit aussi. Hein. Le 14 décembre 1960, il y a cette résolution de l'ONU, la résolution 1514. Elle est on ne peut plus claire. Hein. Elle est page 6 et je vais la lire tout de suite. Une partie de cette résolution. Les territoires coloniaux arrachés à un pays souverain ne peuvent avoir une forme de décolonisation autre que leur réintégration au pays d'origine duquel ils ont été dissociés. Article 6, si un État a été démembré par le colonialisme, il a le droit de recouvrer son intégrité territoriale après sa décolonisation. Oui, c'est fondamental, parce que nous sommes en présence de 2 logiques. La logique de droit international européen qui met en avant l'idée des frontières héritées de la colonisation. Ce qui est tout à fait licite dans le cas d'États nouveaux. Il est bien évident que dans une grande partie de l'Afrique, les États qui existent aujourd'hui sont des États qui existent à partir des frontières qui ont été tracées par les colonisateurs. Ça, c'est un point. Mais dans le cas du Maroc, ce n'est pas le cas. Enfin, en fait, il y a 2 pays en Afrique qui ont véritablement pâti des amputations coloniales. Il y en a 2. Mais ce sont les 2 anciens pays, les 2 empires, l'Éthiopie et le Maroc. L'Éthiopie va pâtir de la perte de toute sa façade maritime qui est l'Érythrée. Voilà pourquoi d'ailleurs au lendemain du second conflit mondial, l'ONU va accepter que l'Éthiopie reprenne l'Érythrée. Alors ensuite il va y avoir des guerres et l'Éthiopie va être obligée de partir. Mais vous voyez, c'est une amputation coloniale. Et l'autre, eh bien, c'est le Maroc. Pourquoi ? Parce que il y a 2 empires millénaires en Afrique, l'Éthiopie et le Maroc. Et ces 2 empires millénaires vont être amputés au profit d'États nouveaux créés par la colonisation. L'Érythrée est un État nouveau créé par la colonisation, c'était l'Érythrée italienne, et l'Algérie, dans le cas du Maroc, et l'Algérie qui va essayer, à travers le pseudopode d'une fiction d'un État sahraoui, de détacher du Maroc ces provinces historiquement méridionales. Donc nous sommes, si vous voulez, dans le télescopage de 2 aspects du droit international. Qui n'est pas respecté. Qui n'est pas respecté. Parce que l'ONU est très clair. Alors comment voulez-vous faire la synthèse entre un pays qui défend le droit hérité des frontières coloniales et un pays qui défend le droit de ses frontières pré-coloniales, car il existait avant la colonisation. Le Maroc existe. Je dis toujours, c'est une image que je prends toujours. Quand, en 987, le premier roi de France est élu, Hugues Capet, premier roi de France élu, la monarchie marocaine a déjà plus d'1 siècle et demi d'existence avec les Idrissides. Donc nous sommes en présence d'un royaume, un empire qui est millénaire, et cet empire millénaire va être sommé d'accepter des amputations au nom d'un droit contemporain né de
la suite de la guerre de 1940-1945 avec l'ONU. Donc là, il y a véritablement, au point de vue pour l'historien, il y a véritablement une contradiction entre deux conceptions, entre l'ancrage historique. Et la projection idéologique. Avec ce droit international qui n'est pas respecté. Ce droit international qui est un droit européen ou américain. Le droit international est un droit néocolonial, puisque le droit international... Très intéressant ce que vous dites. Oui. Le droit international repose sur des principes nés au lendemain du second conflit mondial et sur des conceptions... Comment voulez-vous, je prends un exemple très simple à propos du Maroc, comment voulez-vous qu'un juriste international comprenne la notion de la Behia ? C'est impossible. C'est impossible parce que nous sommes dans des définitions totalement européocentrées ou américano-centrées qui sont basées sur l'individualisme et sur des notions de souveraineté qui ne reposent pas sur la communauté ni sur l'héritage historique, donc ni sur l'aspect religieux. Donc il y a droit international, cour internationale, tout cela, c'est, si vous voulez, une projection néocoloniale. Donc, je la mets entre guillemets pour ne pas choquer mes bons amis, mes camarades qui siègent dans ces instances. J'ai moi-même siégé au TPIR pour l'ONU, donc mettons des guillemets. Mais c'est exactement ce que je veux dire. Alors, parmi les moments clés aussi à retenir et qui aident à comprendre l'évolution de cette question du Sahara, il y a cet épisode où la France propose au Maroc de reprendre ces provinces du Sud. Et c'est en 1961. Le Maroc refuse. Pourquoi ? Je vais citer une partie de votre livre qui va nous éclairer là-dessus. Et là, c'est un extrait du livre de feu le roi Hassan II en 1976, Le Défi. Voilà ce qu'il dit. Ce fut même à plusieurs reprises que la France proposa au Maroc de négocier au sujet des amputations territoriales qu'elle avait décidées sans lui et dont il avait été la victime durant la période coloniale. Cependant, en 1960, le sultan Mohamed V répondit à Paris de la manière la plus nette que toute négociation qui s'engagerait avec le gouvernement français en ce qui concerne les prétentions et les droits du Maroc sera considérée comme un coup de poignard dans le dos de nos amis algériens qui combattent, et je préfère attendre l'indépendance de l'Algérie pour poser à mes frères algériens le contentieux frontalier. C'est quand même un point névralgique, un turning point, c'est très fort. C'est très fort. On ne connaît pas ce détail de l'histoire. Alors, premier point, que les Marocains doivent tous lire Le Défi de Sa Majesté Hassan II, parce que ce livre explique tout le contexte de l'époque. Lui était complètement témoin, acteur, c'est fondamental. Alors, que s'est-il passé ? Mais il s'est passé que De Gaulle était en bon terme avec le Maroc. De Gaulle était en bon terme avec le roi Mohamed V. C'était plus le sultan, c'est le roi Mohamed V. N'oublions pas que Mohamed V était compagnon de la Libération. Donc très proche du général De Gaulle. Et De Gaulle avait l'intention de donner l'indépendance à l'Algérie. Et De Gaulle était parfaitement conscient des amputations territoriales subies par le Maroc. De Gaulle était un homme de culture, un homme qui connaissait l'histoire. Et De Gaulle propose donc au Maroc une négociation de façon... De Gaulle dit, bon, tant que nous sommes encore les patrons entre guillemets en Algérie, nous pouvons rectifier certaines des erreurs qui ont été commises à l'époque par la colonisation française. Et comme le roi Hassan II le dit très bien, le Maroc refuse. Élégance. La position marocaine est d'une rare élégance, mais le résultat, c'est que cette élégance va se retourner contre le Maroc. Et oui, parce que le Maroc va donc dire non, pas de négociation sur le dos des Algériens, dans le dos des Algériens, mais en échange, le Maroc va négocier avec le GPRA, le gouvernement de la République provisoire algérienne, et en 1961 va être signé un accord entre l'État marocain et le GPRA sur cette idée de rediscussion des frontières après l'indépendance de l'Algérie. Et après l'indépendance de l'Algérie, eh bien, les nouvelles autorités qui prennent le pouvoir en Algérie, le coup d'État fait par l'armée et par le faire-valoir de l'armée à l'époque, qui était Ben Bella, qui sera lui-même renversé plus tard par l'armée. Le système algérien se met en place avec ce coup d'État de l'armée des frontières. Et l'armée des frontières et Ben Bella refusent de reconnaître les engagements pris par le GPRA. Ce qui fait que dans l'affaire, le Maroc est perdant. Parce que, par élégance, il n'a pas voulu négocier
dans le dos des Algériens, et les Algériens, au lieu de le remercier, enfin les Algériens, une partie, je ne dis pas les Algériens, mais les autorités algériennes de l'époque, au lieu de remercier, guerre des sables, et attaquent les garnisons, attaquent des garnisons marocaines, et en remerciement du geste élégant du Maroc, mais il y a la guerre des sables. Alors, dans une histoire un peu plus récente, il y a 2007, le plan d'autonomie, on fait un bond en avant, le plan d'autonomie présenté par le Maroc à l'ONU, un plan reconnu par 14 pays européens, 28 pays africains, avec des consulats qui sont ouverts à Dakhla, à Laayoune, sans oublier évidemment les États-Unis, qui ont reconnu en décembre 2020 la souveraineté claire, nette du Maroc sur son Sahara. Pourquoi est-elle la meilleure option ? Bien, je ne sais pas si c'est... Alors là je sors un peu une question qui me fait sortir du rôle de l'historien. Je pense que c'est la meilleure solution pour en sortir. Et je veux m'aller au-delà. C'était l'occasion donnée à l'Algérie de sortir par le haut. Parce que le réalisme est tel que la position algérienne est intenable. Elle est intenable. Et là, l'Algérie avait l'occasion, avec ce plan marocain, de reconnaître une réalité sans subir d'échec ou d'humiliation. Elle avait l'occasion d'en sortir par le haut. Elle n'a pas saisi cette perche et au lieu de cela, elle s'est durcie dans ses déclarations. Moi, ce qui me frappe sur ces dernières années, c'est le parallélisme entre la différence des déclarations qui sont faites, par exemple, par le roi Mohamed VI, qui sont des déclarations qui sont toujours pacifiques, qui sont des déclarations d'ouverture, qui sont des déclarations de fraternité maghrébine. Et en face, des positions algériennes qui sont de plus en plus dures, de plus en plus repliées, de plus en plus recroquevillées sur elles-mêmes. Les dernières déclarations du président Tebboune sont dures. Si l'on reprend, elles sont aussi dures que celles des périodes les plus dures de l'époque Bouteflika. C'est tout à fait important, tout à fait intéressant ce qui se passe. Donc il y a là une situation de crispation du côté algérien qui ne tient pas en compte l'évolution du dossier. Parce que, comme l'a dit Gutiérrez, ce n'est pas une question de décolonisation. J'allais y venir, il l'a dit, le 23 juin 2023, en France, à Sciences Po. Oui. Question qui était posée par un diplomate algérien, et il répond, mais ce n'est pas une question de décolonisation. La décolonisation a été faite en 1975. Point final. Donc, nous sommes là, si vous voulez, dans une position de jusqu'au-boutisme qui, à mon avis, est sans issue. Cette déclaration du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, il y a un an à peu près, chef de l'ONU, est-ce à dire que est-ce un turning point, un point pivot dans l'histoire, dans cette appréhension de la question du Sahara selon vous ? Il y a deux points pivots. Il y a les reconnaissances et il y a cette déclaration. Je ne vois pas comment on peut revenir sur cette déclaration, à moins de prendre le contre-pied complet. Je pense que M. Gutiérrez connaît le texte de l'ONU de 1960 dont nous avons parlé tout à l'heure. Et même si ceci n'est pas mis en évidence, mais je pense que c'est peut-être là-dessus qu'il s'ancre pour bien montrer que les droits historiques et millénaires du Maroc vont au-delà de la tentative de création d'un pseudopode algérien qui permettrait à l'Algérie d'avoir un couloir vers l'Atlantique. Parce qu'en fait, le fond du problème, où est-il le fond du problème ? Prenez la carte de l'Afrique. L'Algérie, c'est une toute petite tête sur la Méditerranée, avec un énorme ventre dans le Sahara. Et l'Algérie est coincée dans la Méditerranée. À 14 km, détroit de Gibraltar, vous mettez 3 mines, vous mettez un bateau ou un sous-marin, personne ne sort de la Méditerranée. Et donc l'Algérie est enfermée, est enclavée, malgré ses richesses. Le Maroc, lui, avec ses milliers de kilomètres de Tanger jusqu'à la frontière de Mauritanie, est totalement ouvert sur le grand large. Ce qui fait que le Maroc est un pays qui respire, alors que l'Algérie est un pays qui est recroquevillé. Et ça, pour l'Algérie, c'est difficilement supportable. Et cette idée de réalité géographique qui est à la base de tout. Donc l'Algérie a toujours essayé, et là, reprenant un plan colonial français. Parce que dans mon livre, je montre une carte qui a été élaborée par les ultras de la colonisation française, qui, dans les années 1920, avaient proposé qu'un couloir soit dégagé au sud d'Agadir, entre le territoire, entre le Maroc
sous protectorat français et le Sahara sous colonisation espagnole, pour que l'Algérie française ait un couloir vers la mer. Et qui va empêcher ça? C'est l'IOT. En 1920, nous avons des thèses que je cite dans mon livre. L'IOT va s'insurger contre ce projet, et l'IOT va réussir à bloquer ce projet. Sinon, le Maroc aurait été empêché. Et l'Algérie, aujourd'hui, se retrouve à être l'héritière dans ce projet des ultras de l'Algérie française. C'est vrai que je dis tous les jours, au lieu d'attaquer la France comme, comment dirais-je, la rente de situation du système algérien est d'attaquer tantôt le Maroc, tantôt la France, tantôt le Maroc et la France. Et l'Algérie aurait tout intérêt, si elle était honnête avec elle-même, et si les dirigeants algériens, je ne parle pas de l'Algérie, bien entendu, ni du peuple algérien, mais je parle des dirigeants du système algérien, auraient tout intérêt à dire vive la France, parce que la France crée l'Algérie, lui donne son nom en 1839, car jusqu'en 1839 on ne parlait pas d'Algérie. La France crée l'Algérie, crée les frontières de l'Algérie, détache des territoires marocains pour les donner à l'Algérie. En 1960, De Gaulle donne le Sahara à l'Algérie, et en 1962 porte sur les fonds baptismaux une Algérie indépendante. Donc, merci la France. Merci la France. Et au lieu de cela, l'Algérie s'ancre dans la récrimination qui, pour un historien, n'a pas de sens. Bernard Lugan, vous êtes un éminent, peut-être l'un des plus éminents spécialistes du Maghreb, de l'Afrique, mais surtout du Maroc. Qu'est-ce qui anime Bernard Lugan, l'historien, l'homme, dans sa quête de ses origines du Sahara marocain? L'homme qui a passé toute son enfance à Meknès. Moi, je suis d'une famille de Marocains. J'avais des oncles qui étaient dans l'entourage du maréchal Lyautey. J'ai un de mes oncles qui était officier dans le premier spahis marocain et qui est mort à la tête de ces spahis marocains, à la tête du débarquement de Provence en 1944. D'autres qui, avec les soldats marocains, enfin, la campagne d'Italie, le général Montsabert, etc. Moi, j'ai une attache profonde. Mon père était avocat à Meknès. Moi, j'ai passé toute mon enfance à Meknès. J'ai fait mes études primaires, une partie de mes études secondaires à Meknès. Donc, si vous voulez, par toutes mes fibres, le Maroc, j'allais dire, est presque mon second pays. Donc, je suis parfois peut-être pas totalement, je veux dire pas objectif, parce que l'historien, mais il y a un côté parfois sentimental, qui me pousse à avoir des réactions qui sont des réactions qui vont au-delà parfois des réactions de l'historien. Merci infiniment Bernard Lugan d'avoir été notre invité dans cet entretien spécial. Je rappelle que votre livre donc explique en 10 questions le Sahara, c'est aux éditions Ellipse et que vous êtes en tournée au Maroc pour présenter ce livre. Merci pour votre accueil et merci pour la pertinence de vos questions. C'était un plaisir, vraiment. Et merci à vous, c'est la fin de cet entretien spécial.